pour la commission permanente. Monsieur André. Présent. Ah, monsieur André. Je suis désolé, hein, même Présent. pas de pause. Hein, pas de... Madame Blanc, elle est présente. Madame Brasseur. Présente. Donc, c'est monsieur Fertés qui est là pour Madame Cardinal. Madame Colombo. Présente. Monsieur Convolt. Présent. Monsieur Feuillet. Présent. Madame Fischer-Patria. Présente. Monsieur Fournier. Non. Monsieur Viard. Monsieur Fertés. Présent. Monsieur Gendreau. Présent. Monsieur Gouverneur. Présent. Monsieur Gros-Lambert. Présent. Bon, monsieur Gros-Lambert a le pouvoir de monsieur Ispar. Madame Ditulio. Présente. Monsieur Calal. Présent. Madame l'avocat est présente. Présente. Madame Leduc. Présente. Madame Laurence Robert-Dehaut. Présente. Madame Marchand. Présente. Monsieur Martinelli. Présent. Madame Michel. Présente. Madame Nedelec. Toujours présente. Monsieur Noireau. Présent. Monsieur Olivier. Présent. Madame Pazir-Vigneron a donc donné pouvoir à monsieur Viard. Monsieur Rabier. Présent. Madame Ravenel. Présente. Madame Elisabeth Robert-Dehaut. Présente. Madame Rossigneux. Présente. Madame Cholamer. Présente. Et monsieur Lamet Thiriot. Présent. Bien, je laisse donc la parole immédiatement à monsieur Gros-Lambert qui va nous présenter le rapport d'information numéro 1 de la première commission. Ensuite, je laisserai la parole à nos deux vice-présidentes qui sont parmi nous également pour nous présenter le schéma de l'autonomie pendant à peu près 20 minutes. Et ensuite, nous reprendrons la séance de la commission permanente. Alors, monsieur Gros-Lambert, vous avez la parole. Merci, Président. Délibération habituelle. En application de l'article 3221-11 du Code général des collectivités territoriales et par délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017, nous avons délégué au Président le pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il s'est engagé à informer la commission permanente de l'exercice de cette compétence. Aussi, il vous présente à titre d'information les listes ci-jointes des marchés publics attribués et des avenants signés. Principalement, ce viabilité vernale, la réhabilitation de la maserie et l'aménagement du hall du mémorial. Voilà, Président. Merci, monsieur Gros-Lambert. Y a-t-il des demandes de précision sur ce rapport d'information? Non. Alors, je laisse la parole dès maintenant aux deux vice-présidentes Rachel Blanc et Marie-Claude Lavocat qui vont nous faire une présentation du schéma départemental de l'autonomie. C'est un document qu'on attend maintenant depuis longtemps. C'est un document essentiel. Je crois que c'est d'ailleurs le dossier le plus important de l'après-midi, voire de la journée, parce que ça fait partie de nos missions sur lesquelles on souhaite vraiment apporter un service à nos aînés. Et donc, voilà, je vous laisse la parole, mesdames. Merci Président. Effectivement, nous allons vous faire cette présentation du rapport à deux voix. Madame Marie-Claude Lavocat qui est pilote en la matière d'autonomie et puis moi qui effectivement ai à cœur de l'épauler sur ce sujet puisque en effet ça concerne la solidarité dans son ensemble et voilà pourquoi nous avons voulu le faire ensemble. Alors, j'introduis le propos en vous indiquant que et puis Madame Chauvin, qui est aussi à la manœuvre, vous présente le schéma de l'autonomie, mais avec des petits slides pour vous donner à voir. Voilà notre organisation. Donc, je rentre dans le vif du sujet. Lors du séminaire des élus en 2018, l'axe « Améliorer le service rendu aux Marnais » a été retenu, à concrétiser notamment par l'adoption d'un schéma en faveur des personnes fragiles qui fixe la feuille de route sur 5 ans. Après l'adoption du schéma en faveur des personnes en situation de handicap, en avril 2019, les travaux dans le domaine de l'accompagnement de la personne âgée ont été conduits
pour élaborer un schéma unique autour de l'autonomie. Le pouvoir d'agir, l'anticipation, l'inclusion, la fluidité des parcours, la prévention et la coordination sont des mots-clés de ce schéma de l'autonomie. En effet, tout au long du parcours de vie, l'objectif est de pouvoir répondre avec les personnes et surtout vraiment en proximité des besoins exprimés, aux envies, en assurant des parcours de vie sans rupture grâce notamment à la prévention et dans tous les domaines de la vie. Je vous rappelle vraiment qu'au conseil départemental, notre vocation, c'est vraiment la prévention, quel que soit l'âge des habitants. Et en l'occurrence là, pour les personnes âgées et les personnes handicapées, c'est plus vrai que jamais. À toi, voilà, donc le contexte a fortement évolué ces dernières années vers plus de convergence et de transversalité dans les politiques d'accompagnement de l'autonomie. Alors, bon, c'est des mots un petit peu qu'on utilise beaucoup, mais voilà, on ne peut pas dire autrement, les convergences et les complémentarités entre les politiques publiques à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Une évolution de l'offre médico-sociale dans le champ de l'autonomie avec une forte inclusion des personnes pour des réponses en plateforme qui donnent plusieurs réponses multimodales. Un schéma en faveur des personnes âgées, donc qui avait été validé il y a plusieurs années et qui a pris fin le 31 décembre 2019. Des orientations du schéma qui étaient adoptées le 8 avril 2019 en faveur des personnes en situation de handicap et dont on s'est vite rendu compte que ces orientations correspondent à tous les publics. Un projet départemental au service de l'épanouissement des personnes dans toutes les solidarités, qu'elles soient sociales, sportives, culturelles ou associatives. De juillet 2019 à mars 2020, nous avons commencé de travailler et nous avons eu des phases de diagnostic avec une phase de concertation puis une phase d'élaboration. En comité de pilotage en fin janvier 2020, avant que tout soit bloqué, nous avons dessiné un plan d'action et à partir des 4 grandes orientations du schéma que l'on vous a déjà donné, donc on a élargi ce qui est du champ du handicap au champ de l'autonomie des personnes âgées. Ensuite, nous avons enclenché un processus de validation qui va bientôt être terminé. La validation était très largement partagée, alors en présentiel ou en distancié, malgré un retard donc dû à la crise sanitaire. Le 1er juillet 2020, nous avons présenté aux 2 bureaux du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le bureau personnes âgées et le bureau personnes handicapées, qui ont validé. Durant l'été 2020, nous avons fait donc la consultation dématérialisée à cause du contexte sanitaire et on a laissé un certain laps de temps pour avoir les réponses. Et l'avis favorable a été recueilli au 1er septembre 2020. Et puis aussi au mois de septembre 2020, le 23 septembre, présentation de la commission de coordination des politiques publiques à l'ARS à Nancy, qui a donné un avis favorable. Donc le schéma tel qu'il vous est proposé est constitué de 2 parties, 2 fascicules, un fascicule relatif au diagnostic que l'on va vous répéter, et puis un fascicule relatif au plan d'action que l'on vous développera un petit peu. Je continue sur le diagnostic. Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 volets. Il y a le volet socio-démographique et le volet offre de services. Donc, les constats que l'on a pu faire au cours du diagnostic, nous sommes évidemment, on n'apprend rien à personne, un département peu peuplé, avec une population âgée qui représente un tiers de la population. Plus de la moitié des personnes qui sont âgées de plus de 80 ans vivent seules. Comme il y a une forte proportion de personnes âgées propriétaires, elles vivent souvent seules, donc à domicile. Un revenu médian plus faible qu'ailleurs, puisqu'il est à peine plus de 19 000 € contre 20 000 500 € sur le plan national. Un faible taux de bénéficiaires de l'APA,
3% par rapport à la moyenne nationale, qui est de 5%, et une augmentation de la dépendance malgré tout. Des bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et l'allocation enfant handicapé avec des taux supérieurs à la moyenne nationale, qui a des explications évidemment. Une prédominance des déficiences motrices et psychiques, avec aussi quand même une forte proportion de troubles mentaux et d'anomalies du comportement qui sont de plus en plus développées. Et puis, quelque chose dont on s'était rendu compte déjà il y a plusieurs années, puisque c'est là-dessus que nous avions fondé notre réflexion par rapport à l'EHPAD qui se construit à Manois, des personnes handicapées vieillissantes qu'il faut accompagner de mieux en mieux. Et en face, nous avons déjà des services qui existent et qui sont finalement, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas si mauvais que ça en Haute-Marne. Nous avons une bonne couverture départementale, tant sur le volet établissement que service à domicile, dans le champ du handicap ou dans le champ de la personne âgée. Malheureusement, nous avons des situations de plus en plus complexes avec des réponses à construire au niveau du handicap. Il faut valoriser les métiers de l'autonomie. On s'en est rendu compte au cours de la crise. On voit qu'il n'y a plus moyen de trouver des aides-soignantes, par exemple. Nous sommes un département avec une offre en accueil familial, une offre assez importante, mais on l'a dit tout à l'heure, un vieillissement des accueillants. Évidemment, il faut renforcer notre accès aux soins, mais ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Une chose positive, les numéros verts, qui est porté par le département et qui marche très très bien, au profit du public et des professionnels dans le champ du handicap et de la personne âgée. Nous avons des coordinations des acteurs autour des personnes accompagnées avec un partenariat très actif. Alors, on a remarqué une augmentation des demandes auprès de la MDPH, qui sont quand même passées en 2013 de 11 500 à 16 000 en 2020. C'est vraiment, on s'interroge, on ne sait pas si c'est parce qu'il y a une paupérisation de la population ou si c'est parce qu'il y a réellement un besoin. Une demande de soutien financier important, puisque nous avons une augmentation des dépenses globales en faveur des personnes handicapées de 2012 qui augmente, des dépenses d'APA sur le budget des personnes âgées, une baisse de l'aide sociale à l'hébergement pour les personnes âgées. Il y a des choses sur lesquelles il faut travailler un peu, à corréler donc avec une augmentation des dépenses d'APA. Et puis, quelque chose qui est ressorti aussi, c'est que nous avons une demande des personnes accompagnées qui évolue. Et puis après, donc, sur toutes ces choses que nous avons collectées, sur lesquelles nous avons réfléchi, nous avons établi des plans d'action. Et donc, Rachel va vous présenter le plan d'action. Alors en effet, merci Madame l'avocat. Le plan d'action, en effet, il s'articule autour de 4 orientations et il est décliné en 28 fiches actions. Je vous passerai le détail de toutes les fiches actions, mais bien sûr, je veux vraiment que vous vous imprégniez des 4 orientations qui sont le fondement et la structuration du schéma de l'autonomie. La première orientation, elle est importante, renforcer le pouvoir d'agir. Alors ça, c'est vraiment une formule qu'on utilise beaucoup dans ce schéma de l'autonomie. C'est très important parce que le pouvoir d'agir, ça veut dire que le demandeur, en fait, est maître de son destin, en quelque sorte. Il est au milieu d'une offre de service, dans cet écosystème qui lui est proposé, et en fait, c'est lui qui participe en fait à l'orientation qui est la plus judicieuse pour lui, avec tout le conseil des experts. Ça passe par l'information, le qui fait quoi. Nous avons déjà fait un petit document sur ce sujet, les services. Voilà, et vous l'avez eu tous dans vos boîtes aux lettres. Ça passe aussi par l'accès aux droits et ça passe par la prévention. Quel est l'objectif? Il s'agit d'associer les personnes fragiles à la réalisation de leur parcours, je venais de vous en parler, de veiller à leur bonne information et de favoriser les actions de prévention. Cet axe s'appuiera notamment sur le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le CDCA, et le rôle de l'aidant dans l'accompagnement est primordial.
il convient lui aussi de l'informer. Voilà, donc le demandeur et l'aidant, avec au milieu de cela le CDCA. Orientation numéro 2, c'est assurer la fluidité du parcours des personnes en proposant des accompagnements plus personnalisés. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que la palette d'outils, elle est très importante. Et donc, plus on définit bien les attentes du demandeur, et plus chacun est capable de jouer un rôle dans cette structuration du parcours. Donc, c'est vraiment majeur. Et ça permet aussi d'anticiper les ruptures que pourraient avoir ces demandeurs. Les besoins des personnes fragiles ont évolué. Donc, nous, nos services et tous les partenaires doivent aussi évoluer. C'est vraiment en fait un changement de paradigme, il faut avoir ça en tête. Ça fait 20 ans qu'il y avait une méthode pour travailler sur la personne âgée, précisément la personne handicapée, un peu chacun en silo. Aujourd'hui, l'autonomie, c'est vraiment chacun travaille en partenariat. Les partenaires sont autour de la table et quand Marie-Claude l'avocat vous présente ce schéma, elle a été le pilote de nombreuses réunions de travail où tout le monde a travaillé de concert. Alors, on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, chacun explique quels sont ses problèmes, quels sont ses besoins et vers où il souhaite aller. Et c'est comme ça qu'à la fin, on trouve un consensus. Voilà, donc assurer la fluidité du parcours, c'est la seconde orientation et cela passe par une réinterrogation de nos pratiques. L'orientation numéro 3, c'est améliorer la réponse aux besoins des personnes et de leurs aidants en favorisant l'inclusion des personnes dans la société. Donc effectivement, alors là, c'est vraiment très important ce point aussi. Je suis en train de vous dire que tout est important d'ailleurs, hein. Mais c'est pas grave. C'est 4 orientations qui sont fondatrices. Les personnes fragiles, de par leur âge ou le handicap ou leur handicap, sont des citoyens qui doivent avoir accès aux loisirs, à la culture pour tous, à un logement, à une activité professionnelle. Cela passe par une meilleure connaissance du champ de l'autonomie, par les acteurs du quotidien et un accès aux soins fluides. Alors là, vraiment, posons les choses. Quand Monsieur le Président, il y a 3 ans, a voulu créer le pôle des solidarités, nous avons ensemble appréhendé. Aujourd'hui, Madame l'avocat, vice-présidente à l'autonomie, Monsieur Kalal à la culture, au sport, au monde associatif et moi à l'insertion, la santé et la protection de l'enfance. On a vraiment la palette de l'offre de solidarité dans son ensemble. Dans ce schéma, c'est vraiment l'illustration complète que ce pôle des solidarités est tout à fait pertinent. Parce que dans cette orientation, nous voyons que l'offre de loisirs, l'offre de culture, l'offre de logement et l'activité professionnelle, eh ben c'est un tout. C'est ce qui rend notre bénéficiaire un citoyen. Et c'est la palette d'offres que nous devons être capables de lui donner. Qu'il soit handicapé ou pas, qu'il ait une perte d'autonomie ou pas. Et voilà pourquoi cette orientation numéro 3 est très importante. Enfin, orientation numéro 4, conforter l'accompagnement des parcours les plus complexes en renforçant la coordination des intervenants et des acteurs, parce qu'en effet, nous en parlions tout à l'heure, le travail en commun est très important. C'est pas toujours simple, parfois c'est plus simple de travailler un peu tout seul dans son coin. Eh bien non, en fait ça c'est plus possible, parce que ça ne permet pas de faciliter les parcours des demandeurs et des gens que nous accompagnons. Donc derrière ça, l'accompagnement des personnes fragiles se complexifie, il faut en avoir conscience, il convient alors de construire des réponses coordonnées entre les acteurs, avec les personnes qui sont toujours au cœur du processus, et on doit leur demander leur avis, ou les orienter, mais vraiment avec de l'expertise, la formation des personnels et les échanges organisés avec le soin, le social et le médico-social devront permettre d'accompagner ces situations devenues complexes. Et là, vous voyez, nous avons toute la palette des acteurs, qu'il s'agisse de la santé, du social et du médico-social. C'est là qu'on est attendu vraiment, dans cette coordination. Voilà pour le détail de ce schéma. Pour finir, en fait, je voudrais vous dire, Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions qui ont recueilli l'avis favorable de la 7e commission le 22 septembre 2020. Merci, mesdames. Merci, Madame l'avocat. Merci, Madame Blanc. Merci pour le travail que vous avez réalisé, et bien sûr, avec l'ensemble des services. Je ne sais pas combien de fois j'ai demandé quand est-ce qu'on aura ce schéma départemental de l'autonomie.
Vraiment, je crois que c'est un voilà. Et maintenant que le schéma est là, on a l'outil. Maintenant, il va falloir mettre tout ça en œuvre. Hein. C'est le début. Hein. C'est le début du travail. Mais quand le diagnostic est posé, quand les solutions sont clairement affichées et l'ambition est là, je crois qu'on a vraiment aujourd'hui tout pour que ça fonctionne. Et je voudrais à nouveau vous remercier, ainsi que l'ensemble des services qui vous ont accompagnés pour la réalisation de ce schéma. Voilà, merci en tout cas à vous tous. Quelqu'un veut intervenir? Monsieur Fuertes. Oui, madame l'avocat. Je veux juste terminer pour dire que, évidemment, quand on a fait ce schéma, on l'a fait avec tous les partenaires, tous les acteurs, et évidemment, dans les fiches, pour établir une fiche, nous avons défini des partenaires et des porteurs de projets, et que, bien entendu, toutes les personnes avec lesquelles on a travaillé sont prêts à enclencher et à rentrer dans le dur de l'application du schéma. Ouais. Et vraiment, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la personne est au cœur du dispositif. Et si une personne, un certain temps, doit aller dans un établissement, ça ne veut pas dire qu'elle va y être pendant 20 ans. Ça veut dire qu'on revoit régulièrement et que la personne peut sortir, peut aller ailleurs, etc., faire des ponts, des passerelles au fur et à mesure de l'évolution de l'état de santé de la personne. Ben s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. C'est du cousu humain. On va essayer de faire du cousu humain pour la plupart des personnes que nous rencontrons. Voilà. Je laisse les autres. Merci, madame l'avocat. Merci. On a monsieur Fuertes qui va intervenir, puis monsieur Fournier. Vous avez la parole, monsieur Fuertes. Merci, très court. Déjà, félicitations pour ce remarquable travail de consultation et de réflexion pour effectivement une des missions centrales du conseil départemental. Donc bravo à vous, chers collègues, et à tous les services et toutes les structures qui ont participé. Juste une remarque, désolé de faire l'enseignant de service, mais dans le slide pour l'orientation 3, il y a, je pense, une faute pour les hébergements, il faut mettre dans au lieu de sans, avant hébergement adapté. C'est dans le slide de 3. Oui. Voilà. Mais sinon, bravo sur le fond et sur la forme, et merci pour cette synthèse très éclairante. Merci. Merci, monsieur Fuertes. Alors, on continue avec le monde enseignant. Monsieur Fournier. Ouais, je ne sais pas si je vais vraiment parler du monde enseignant un tout petit peu. Non, il y a deux choses qui ont retenu mon attention. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. C'était super synthétique et enfin, j'ai suivi ça avec attention. C'était passionnant. Concernant un moment, Marie-Claude, l'avocat, a évoqué les troubles du comportement et psychique qui étaient en nette hausse. Alors, je voulais savoir, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, si c'était le thermomètre, le nôtre, qui est plus précis avec les gens qui sont mieux comptés et mieux pris en charge comme étant des personnes ayant des troubles ou en situation de handicap de ce point de vue-là, ou si on assistait à une réelle hausse du nombre de cas, ce qui serait nettement plus inquiétant. Voilà, donc ça c'était ma première question. Ce qu'on constate effectivement, pour parler du monde éducatif, nous c'est vrai qu'on a de nombreux élèves qui sont de plus en plus diagnostiqués 10 ceci, 10 cela, etc. Est-ce que c'est une vraie hausse ou est-ce que c'est une prise en compte un peu plus sensible, peut-être parfois pas forcément justifiée de soi-disant handicap? Ça c'est ma première question. Mais là ça concerne vraiment la problématique psychique en question. Et la deuxième, c'est dans l'orientation 2, une des fiches d'action qui s'intitule « Favoriser le répit ». Donc là, c'était dans le développement de Rachel Blanc. Favoriser le répit, en fait, favoriser le répit, c'est pour les aidants de ces personnes-là. C'est voilà, savoir si c'était bien de la même chose dont on parlait. Merci. Merci, monsieur Fournier. Sur la première question, peut-être que sur la deuxième, on a effectivement la réponse. Sur la première question... Sur la première question, réellement, depuis depuis l'école maternelle, oui, il y a des enfants. Au départ, on disait bon, c'est des enfants mal élevés. Non, ce sont des enfants qui ont vraiment des troubles du comportement. Ça, c'est vrai. Et chez les adultes jeunes aussi, ça se déclare beaucoup aussi. Et apparemment, d'après toutes les enquêtes que l'on peut lire, c'est les pays civilisés. C'est national, c'est pas la Haute-Marne, c'est tous les pays européens et voilà, c'est vraiment c'est un fléau qui attend
ça va péter un jour, excusez-moi de dire ça comme ça, mais oui, c'est une augmentation dans tous les pays dits civilisés. Alors, on ne sait pas, je ne sais pas, je ne suis pas experte pour dire à quoi c'est dû, mais oui, c'est vrai. Merci, Madame l'avocat. Oui, Madame Blanc. Et s'agissant du répit, à la question de Monsieur Fournier, le répit, en fait, c'est pour les aidants, oui, et aussi pour le demandeur, parce qu'il aime aussi parfois ne plus avoir les dents sur le dos. En fait, excusez-moi l'expression, c'est un peu trivial, mais en fait, les deux ont besoin de s'éloigner pour mieux se retrouver. Et pour compléter le propos de ma collègue, s'agissant du repérage, on a parlé tout à l'heure de prévention et de tout le travail fait par les PMI, les médecins et les repérages en école très tôt, prématurés. Et bien du coup, c'est ça aussi qui fait que nous détectons des enfants plus vite, plus tôt. Et sachant que les repérages faits plus vite, plus tôt permettent de mieux prendre en charge les enfants qui souffrent de certains dys ou autres troubles du comportement. Voilà. Merci, Madame Blanc. Alors, on a une question, je crois, je ne la vois pas à l'écran, mais de Madame Nedelec. Mais je suis toujours là. Non, c'est pas du tout une question. Je voulais simplement et très rapidement d'abord dire que c'est un schéma ambitieux, mais sur un sujet qui est lui-même très exigeant, que l'objectif de mettre la personne, quel que soit son âge, au centre du dispositif me semble essentiel. Effectivement, c'est la bonne approche. Et surtout saluer le travail qui a été nécessaire à la fois pour préparer le schéma, mais surtout le travail qui va être nécessaire pour réussir le schéma, parce que c'est bien là. Maintenant, on est au bord du précipice et on nous attend bien sûr sur les résultats, mais vraiment félicitations à tous. C'est un beau travail. Merci Madame Nedelec. Je crois que Madame Fischer-Patria voulait aussi s'exprimer. Merci Monsieur le Président. J'étais vraiment sur la même ligne qu'Anne-Marie. Donc je remercie nos deux vice-présidentes, leurs équipes, les élus qui font partie de ces commissions, vraiment du travail important. Alors je vais dire que deux mots pour ne pas être redondante avec Madame Nedelec. Cohérence, vraiment j'apprécie sur toute l'autonomie, la cohérence de schéma, et puis j'espère une fluidité maintenant importante pour toutes ces personnes qui en ont besoin. Voilà. Merci à toutes deux. Merci Monsieur le Président. Merci à vous. Alors, s'il n'y a plus d'autres interventions, je vous propose de passer au vote ce schéma. Le vote est ouvert. Donc, Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal, enfin Monsieur Furtès, pardon. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolte. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Gros-Lambert pour Monsieur Ispard. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Je la crois. Madame l'avocat. Oui, pour. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Pour. Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Monsieur Viard pour Madame Pazior-Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Madame Rossigneux. Pour. On n'a pas entendu Madame Elisabeth Robert de Haut. Excusez-moi, mais... Non, mais mon micro est ouvert, j'ai bien dit pour. Ça y est, on vous a entendu. Merci. Madame Cholamer. Pour. Et Monsieur Thiriot. Pour. Unanimité, je vous remercie. Alors, on reprend l'ordre de la commission permanente. On est un certain nombre à avoir des engagements. Moi, le premier, puisque je dois rencontrer les associations caritatives qu'on va accompagner tout à l'heure dans un rapport. Donc, je vous demanderai d'être assez synthétique
dans la présentation de vos rapports. Ce sont des rapports pour beaucoup qu'on connaît, qu'on a déjà vus. C'est vraiment des rapports qui sont assez classiques. Donc, je vous demande de ne pas lire complètement le rapport, d'aller simplement à l'objet du rapport, les sommes engagées et d'appeler au vote ensuite. Alors, rapport numéro 2, c'est Monsieur Rabier qui présente des sessions d'action à des collectivités ou groupements dans le cadre de SPL XDMAT. Monsieur Rabier. Oui, Président, donc un rapport un peu plus léger et néanmoins important pour nos collectivités. Donc c'est, vous savez, pour la SPL XDMAT, donc le département avait acquis 697 actions. Et donc, on en rétrocède aux collectivités qui ont envie de travailler sur la dématérialisation avec SPL XDMAT. On en revend aux collectivités qui nous demandent. Donc là, pour le coup, c'est la commune de Chamarandes-Choigne qui désire acheter une action à 15,50 €. Voilà. C'est bref. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la commune de Chamarandes-Choigne qui nous en vend une. Enfin, voilà, c'est l'esprit est là. C'est pas grave. Non, mais c'est dans le sens inverse, mais voilà. Il y avait un problème de flux, mais sinon c'est bon. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Alors, on votera le rapport 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Donc là, maintenant, on a le rapport suivant, c'est des demandes de garantie d'emprunt par Amaris pour le financement d'opérations à Bayard-sur-Marne et à Chaumont. C'est Monsieur Martinelli qui présente ce rapport. Oui, Monsieur le Président. Bon, c'est un rapport assez classique pour les garanties d'emprunt. On a l'habitude de les voir. Il s'agit en l'occurrence d'une garantie d'emprunt d'abord pour un prêt pour la construction de 10 logements à Bayard-sur-Marne, donc pour Amaris, avec un coût de l'ensemble des opérations de 1 835 000 €. La quantité garantie, c'est 100%. Ça concerne à la fois du PLAI pour 490 000 €, du PLUS pour 878 000 €. Voilà, il s'agit d'un prêt de 35 ans avec des taux d'intérêt qui sont des taux variables livret A plus marge. Et vous voyez, notamment s'agissant du PLAI, que la marge est négative, ce qui donne un taux pour cette partie à 0,30%. Et puis le deuxième, c'est un prêt pour la réhabilitation de 14 logements à Chaumont. Il s'agit de l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers qui se trouve avenue du Souvenir français. Et là, la quantité garantie est de 50%, puisque les 50% restants sont garantis par la communauté d'agglomération de Chaumont. Le montant total du prêt, c'est pour le PLAI 380 000 €, donc on en garantit la moitié, c'est-à-dire 190 000. Et là aussi, c'est du taux variable livret A. Et puis pour la partie plus, c'est 750 000 € dont on garantit 50%, soit 375 000 €. Et c'est un taux variable également, livret A, là, plus une marge de 0,60%. Et ce sont classiquement également des durées d'amortissement de 35 ans. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Martinelli. Y a-t-il des questions sur ces opérations, sur cette garantie d'emprunt qu'on apporte? Non, pas de questions. Donc nous passons au rapport suivant. Il s'agit du tableau des effectifs et c'est Monsieur Rabier qui va nous présenter ces tableaux des effectifs. Oui, donc nous avions approuvé le tableau des postes et des effectifs de la collectivité par délibération de la commission permanente du 25 septembre 2020. Alors, pour répondre aux nouveaux besoins organisationnels et permettre la nomination sur des nouveaux grades des agents concernés par une promotion interne, suite aux commissions administratives paritaires du 1er octobre 2020, donc il est nécessaire d'apporter au tableau des postes et des effectifs des modifications. Donc, il y a la liste dans le rapport, je ne vais pas les énumérer. Donc, on a tout le tableau des effectifs aussi dans le rapport. Et puis, il y a des recrutements en qualité d'agents contractuels
puisque sauf dérogation prévue par la législation, les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Et par dérogation à ce principe, ces emplois peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. Donc, dans ce cadre-là, nous proposons de recruter une assistante en charge de la contractualisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sein du service administratif et financier du pôle des solidarités, une chargée ou un de la comptabilité au sein du service administratif et financier du pôle aménagement, en charge de l'exécution financière des marchés publics, et un ou une technicienne en charge de l'activité voirie au sein du service bureau d'études de la direction de l'environnement et de l'ingénierie du territoire. Voilà, donc le président vous serait gré de bien vouloir approuver le recrutement des agents contractuels de catégorie B sur le fondement de l'article 3.3.2 de la loi du 26 janvier 1984. Merci, M. Rabier. Y a-t-il des questions? Non, je n'en vois pas. Donc, nous allons passer donc au vote du rapport 2, 3 et 4. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Monsieur Vertès. Voilà, pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolte. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Ils ne sont pas là. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Ispar, Monsieur Gros-Lambert, voilà. Madame Ditulio. Monsieur Calal. Monsieur Calal. Monsieur Lacroix, Madame l'avocat. Pour. Madame le Duc. Pour. Madame Laurence Robert-Dehaut. Pour. Madame Marchand. Pour. Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Madame Michel. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Alors, Monsieur Viard pour Madame Pazior. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert-Dehaut. Elle est là. Madame Elisabeth Robert-Dehaut. Oui. Pour. Merci. Madame Rossigneux. Pour. Madame Scholammer. Et Monsieur Thiriot. Pour. Merci, les rapports sont adoptés. Je passe la présidence de la séance à Gérard Gros-Lambert pour un petit quart d'heure. Voilà, je lui donne pouvoir également. Et donc, je vous retrouve dans un quart d'heure en séance. Voilà. Voilà. On passe au cinquième. Cinquième. Et on a qui est-ce qu'il est présent? Oui, c'est là. Donc c'est bon? C'est la troisième, hein? Cinquième. C'est rapport numéro 5, troisième commission, mise à disposition de la SPLHMN. D'accord, donc nous allons passer au rapport numéro 5, convention de mise à disposition des moyens de fonctionnement pour la SE publique locale Haute-Marne numérique. Monsieur Fournier. Merci, Président. Alors, c'est tout simple. Les services Haute-Marne numérique, comme vous savez, ont été transférés à la société publique locale. Et en fait, pour continuer à fonctionner, eh ben, ils ont besoin des ressources internes du conseil départemental pour tout ce qui concerne le système d'information géographique, tout ce qui est juridique, marché, foncier, etc. Donc, c'est une convention qui permet à la société publique locale de Haute-Marne de continuer à bénéficier des services du conseil départemental. Et en échange de quoi, les services de la société publique locale Haute-Marne numérique s'engagent à mettre à disposition leurs moyens du conseil départemental pour tout ce qui concernait leurs compétences. Donc, c'est simplement une convention qui permet à la SPL de fonctionner sans avoir à embaucher, évidemment, ce qui n'est pas possible
ces fonctions support que le conseil départemental avait auparavant auprès d'elle et vice-versa en fait. Voilà. Donc c'est une convention de mise à disposition de moyens de fonctionnement entre les deux structures. Et il vous est demandé d'approuver cette convention qui a obtenu un examen et un avis favorable de la 3e commission. Merci Paul. On votera les rapports 5, 6, 7, 8, 9 en fin de séance, hein, l'ensemble des rapports. Donc est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce rapport? Non? Très bien, donc nous passons au rapport numéro 6. Ça concerne le FAL et c'est Karine Colombo. Oui, alors lorsque nous avions changé nos règlements, nous avions décidé que tout ce qui n'était pas consommé dans le FAL ferait partie d'un pot commun, d'un FAL mutualisé à partir de fin novembre. Donc c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc par rapport à tous les reliquats FAL et les bonifications, il y a un reste de 93 445 €. Je vous passe les virgules, les centimes. Ensuite, il y avait également des reliquats sur les fonds, le fonds des travaux structurants, le fonds départemental des équipements sportifs, le fonds des monuments historiques classés et inscrits et le fonds voirie. Et tout cela faisait 29 952 €. Donc, en totalité, nous avions 123 398 €. Au niveau des dossiers en attente sur le FAL, on avait 630 576 €. Donc, en fait, nous avons décidé de regarder les dossiers par thématique. D'abord, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et ensuite les opérations avec économie d'énergie. Donc, nous avons sélectionné 15 dossiers qui représentent 122 469 €, donc quasiment l'enveloppe des reliquats. Donc, ça concerne 6 cantons, Chalindré avec 7 dossiers, Villegusien avec 4 dossiers, et puis ensuite un dossier pour Bourbonne, Joinville, Châteauvillain et Chaumont-III. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Non. Donc nous allons passer au rapport suivant, mais je voudrais simplement dire que Madame Marie-Claude l'avocat a donné pouvoir à Yvette Rossigneux et Rachel Blanc à Mokhtar Khalal. Très bien, donc Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu, Monsieur Gérard. Vous ne pouviez pas entendre, le micro était coupé. Excusez-moi. Ah, voilà. Donc, Laurent, si tu veux bien, pour le rapport FDE, le rapport numéro 7. Alors, très rapidement, je vous propose d'attribuer sur le FDE les subventions détaillées dans le tableau ci annexé, qui représente un engagement financier de 95 806 €. 5 dossiers, en fait, relatifs à de l'eau potable et de l'assainissement. Ce qu'il nous fera, et j'en ai parlé tout à l'heure, un reste disponible par rapport aux 2 400 000 € initialement prévus. Il ne restera plus que 4 637 € disponibles, évidemment, qui repartiront pour l'année prochaine. Donc, après avoir recueilli l'avis favorable de la 5e commission, le président vous serait gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Avez-vous des observations? Non, donc nous passons au rapport numéro 8 concernant la mise en valeur de la salle d'exposition du savoir-faire Vanier. Madame Fichard-Patria, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, le comité de développement et de promotion de la vannerie, qui compte 12 vanniers réunis, a acquis un local d'exposition afin de présenter et mettre en valeur sa démarche de création. Chacun d'eux dispose dans ce local d'un espace, ainsi toute la diversité de styles de chaque artisan peut être promue et valorisée. C'est dans ce cadre que le comité a demandé au conseil départemental de les accompagner dans la mise en valeur touristique des abords extérieurs de ce lieu. Aussi, compte tenu de l'intérêt touristique de l'opération, nous vous proposons d'attribuer une subvention d'investissement de 12 000 €, d'acter et d'autoriser le président à signer la convention s'y afférente. Merci. Des interventions?
Non, merci. Donc nous passons au rapport suivant, numéro 9. Céline Brasseur. C'est une délibération que nous passons chaque année qui concerne la prise en charge des frais de transport des collégiens haut-marnais qui se rendent aux 2 forums de l'orientation organisés généralement en février et mars. Or, cette année, pour cause de confinement, un seul des 2 forums a pu être organisé. C'est celui qui s'est déroulé à Nogent les 13 et 14 février. Au cours de ces 2 journées, à Nogent, ont été regroupés l'ensemble des collégiens du sud de la Haute-Marne. C'est donc le forum du nord de la Haute-Marne qui n'a pu se dérouler. De fait, nous n'avons reçu qu'une seule facture de transport. Celle-ci s'élève à 3 933 €. Compte tenu de l'intérêt de cette opération, je vous serais gré de bien vouloir allouer cette somme au Collège La Rochotte de Chaumont, établissement support du bassin d'éducation et de formation Chaumont-Langres, pour un montant de 3 933 €. Cette demande a recueilli l'avis favorable de la 6e commission le 19 novembre dernier. Merci Céline. Des observations, des interventions, des questions? Non. Alors en ce qui concerne le rapport 10, on l'a vu tout à l'heure, c'était le schéma de l'autonomie de la Haute-Marne 2020-2024. D'accord, on vote sur les... Là, il faut juste faire l'appel nominal pour procéder au vote. D'accord, y compris le schéma de l'autonomie? Non, juste. D'accord. Donc nous allons voter pour les rapports précédents Voilà. jusqu'au numéro 9. Donc je prends l'appel nominal, parce qu'il y a des pouvoirs qui ont été donnés entre-temps. Monsieur André. Pour. Monsieur Mokhtar Kalal pour Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Monsieur Fertès pour Madame Cardinal. Oui. Pour, vous m'avez entendu? Non, on n'a pas entendu. Maintenant, oui, c'est bon. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolt. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Fertès. Pour. Monsieur Gendreau. Je ne participe pas au vote pour le rapport 5 et je remercie mes collègues pour le rapport sur le CDPV et je vote pour. D'accord, merci. Monsieur le gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert pour. Monsieur Ispar pour. Madame Di Tullio. Pour. Monsieur Kalal. Pour. Le président. C'est vous. Vous avez 2 pouvoirs. J'ai 2 pouvoirs, donc c'est bon. Alors, Madame l'avocat, donc, ça va y mettre aussi mieux. Pour. D'accord. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert Dehaut. Pour. Madame Marchand. Pour. Madame Marchand. D'accord. Monsieur Martinelli. Pour. Il y a des problèmes de micro. Hein. Madame Michel. Pour. Madame Dedelec. Je ne participe pas pour le 5, mais je vote pour les autres. Merci. Monsieur Noireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pasdior-Vigneron. C'est Monsieur Viard qui vote pour. C'est Monsieur Viard, Patrick, oui. Pour. Oui. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert Dehaut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Champ-Lamère. Pour. Monsieur Thériault. Pour. D'accord. Donc on votera comment après pour les autres? Alors après, on vote. Parce que le schéma, pour le schéma de l'autonomie, on l'a déjà vu tout à l'heure, on votera avec le... On vote le 11 tout seul à la fin. Et le 10, on le vote tout seul, le 10? Le 10, on l'a déjà voté. D'accord. Donc on passe le 11. Le 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. 12, 13, 14, parce que le 11, c'est celui qui est rapporté par M. le Président, donc on l'a fait attendre. D'accord. D'accord. Donc en ce qui concerne le rapport numéro 11, c'est la subvention exceptionnelle aux associations. On attend que le président revienne pour le présenter.
Ensuite, on passe au rapport numéro 12, mais en l'absence de Madame Blanc, elle m'a demandé à Monsieur Feuillet de bien vouloir nous le rapporter. Oui. Monsieur Feuillet, est-il présent? Son micro n'est pas ouvert. Son micro est fermé. Son micro est fermé? Oui. Non. Tu es présent? Ah, c'est bon, c'est bon. Oui, mais je prends les rapports. Je demande une minute. Oui, c'est le rapport numéro 12. Oui, je le prends. D'accord, tu le prends? Oui, je prends. D'accord, vas-y, c'est bon. Oui, mais je te demande une minute. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Et tu auras le suivant également, le numéro 13. Oui. Donc, oui, alors ça concerne les chantiers d'insertion. Pour les chantiers d'insertion, bon, comme tout le monde, ils ont des difficultés. Et il y a une partie variable de 20% qui est donnée, une partie conditionnelle qui est donnée en fonction des résultats. Et ce qui est proposé, c'est de donner cette partie conditionnelle cette année, même si tout le monde n'atteint pas les résultats, de telle manière que la trésorerie ne soit pas mise à mal. Voilà. Donc ça a été vu en 7e commission et on vous demande, Monsieur le Président, on vous demande de valider cette proposition. Avez-vous des remarques, des observations? Non. Donc nous passons au rapport numéro 13. Alors là, vous continuez en remplaçant Rachel? Oui, alors je me le remets en mémoire. Hein. Oui, ça concerne les subventions aux associations parcours d'hébergement et d'insertion pour le logement Langrois et SOS Femmes Accueil, l'accueil des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans. Voilà, donc il y a, pour le logement Langrois, il est proposé la subvention sollicitée du conseil départemental par l'association s'élève à 14 500 €, identique à 2019. Et pour SOS Femmes Accueil, il est demandé 52 000 €, comme les années précédentes. Voilà. Voilà, donc ça a eu l'accord de l'avis favorable de la 7e commission et on vous propose de valider ça. D'accord, merci. Pas d'intervention? Donc nous continuons avec le rapport numéro 14, toujours oui. Monsieur Feuillet qui continue. Oui, alors je continue. Alors ça concerne financement des droits de visite d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance encadrée par l'association départementale d'aide aux justiciables au titre de l'année 2020. Donc c'est la DAGE, la DAGE qui exerce 4 activités dans le cadre judiciaire, dont l'encadrement le samedi des droits de visite d'enfants avec leurs parents séparés ou divorcés. Il s'agit de permettre aux enfants confiés au président du conseil départemental de pouvoir rencontrer leurs parents tous les 15 jours le samedi, lorsque ceux-ci ne peuvent pas se libérer en semaine compte tenu de leurs contraintes professionnelles. Alors pour cette action, la DAGE nous a demandé, voilà, comme les années précédentes, 6 000 €. Les membres de la 7e commission ont émis un avis favorable et vous a demandé de valider cet avis. Pas de remarques? Non, merci. Donc nous allons passer au vote pour les rapports 12, 13 et 14. Je fais l'appel. Monsieur André. Pour. Donc Monsieur Calal. Pour Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Donc Monsieur Fertès. Pour. Monsieur Fertès. Vous m'entendez? Là, oui, d'accord. Merci. Merci. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolt. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Fertès. Pour.
Monsieur Gendron. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert pour. Monsieur Espin, Monsieur Bon. Madame Diculio. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix. Madame l'avocat, alors Madame Rossigneux. Pour. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert Dehaut. Pour. Madame Marchand. Pour. Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Monsieur Viard pour Madame Paldior. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert Dehaut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Cholamer. Pour. Monsieur Thériault. Pour. Bon. Il reste ça, plus le rapport 11 qu'on n'a pas passé. Merci. Ça, Merci, Monsieur Gros-Lambert. Je reprends donc la main. Alors, on va donc maintenant passer le rapport numéro 11. Alors, vous le savez, les associations caritatives rencontrent aujourd'hui de grandes difficultés. Il suffit d'allumer la télévision, de regarder, d'écouter la radio pour voir que la misère est partout et que la crise sanitaire touche bien sûr les plus faibles, les plus fragiles, et que la crise sanitaire, malheureusement, même si on peut entendre des aides ici et là, des primes de Noël, on a beaucoup discuté avec les associations Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, Banque Alimentaire, qui voient un afflux de personnes dans des situations de grande précarité. Et je voulais qu'on fasse un geste fort à quelques jours de Noël pour accompagner ces associations qui sont quand même toutes des associations qui tournent autour de bénévoles. Voilà, donc les collectes en sortie de grandes surfaces ne fonctionnent plus comme avant. Il y a vraiment une vraie difficulté de fonctionnement. Elles ont été aussi pour certaines touchées par la Covid. Les Restos du Cœur ont dû fermer la semaine dernière à Chaumont. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un vrai malaise avec un afflux de personnes qui sont d'ailleurs des Haut-Marnais qu'on suit nous aussi dans nos services. Hein. On a, j'allais dire, malheureusement les mêmes personnes suivies, les mêmes personnes en difficulté, mais on s'appuie aussi sur ces associations quand il faut donner des bons alimentaires, quand il faut donner... On a un vrai partenariat. Donc ces associations qui vont vous être présentées, on les aide déjà. Et l'idée, c'était vraiment de leur donner un petit coup de pouce avant Noël pour faire face à toutes les difficultés qu'elles rencontrent. Et je le redis, à l'afflux de Haut-Marnais qu'elles voient arriver maintenant de tout âge, de toute profession. La misère est partout. Et ça c'est du vécu. Ce sont bien les associations qui nous le disent parce qu'elles le voient chaque jour. Alors, on a donc, je vous propose un budget de 25 000 euros réparti pour chacune à 5 000 euros. Donc, 5 000 euros qui seraient versés donc, à l'Association des Restos du Cœur de la Haute-Marne, 5 000 euros pour la Banque Alimentaire Sud Champagne-Meuse, 5 000 euros pour le Secours Populaire, 5 000 euros pour le Secours Catholique et 5 000 euros pour la communauté d'Emmaüs, parce que là aussi, la communauté d'Emmaüs ne peut plus vendre. Vous savez que leur recette provient aussi de la vente de ce qui est réalisé par les compagnons d'Emmaüs, et donc aussi de grosses difficultés pour Emmaüs. Voilà, donc une enveloppe de 25 000 euros répartie 5 000 euros chacun. Voilà la proposition que je vous fais. Il y a eu bien sûr un avis favorable de la vice-présidente Rachel Blanc et de la commission. C'est donc une proposition qui vous est faite. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cette proposition? Non? Donc on va donc la soumettre au vote. Gérard m'a piqué mon stylo. Merci. Merci. Alors, Michel André. Pour.
Madame Blanc, qui a donné pouvoir à Monsieur Calal. Madame Brasseur. Alors, Monsieur Furtès pour Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolte. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Monsieur Gros-Lambert pour Monsieur Ispar. Madame Ditulio. Monsieur Calal. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix favorable. Madame l'avocat. Pouvoir à Madame Rossigneux. Madame l'avocat, donnez pouvoir à Madame Rossigneux. Merci. Madame le Duc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Madame Marchand. Merci. Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazur-Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Cholamer. Pour. Et Monsieur Thiriot. Pour. Merci. Alors, nous allons maintenant passer au rapport numéro 15. Il s'agit des subventions d'investissement aux associations et c'est Monsieur Calal qui rapporte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur 15. Oui. Bon. Vous avez la parole, Monsieur Calal. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous nous avez dit de faire court. Donc, depuis le club de l'Union sportive des Clarons, le club de foot, nous a sollicité il y a quelques temps pour on va dire un coup de pouce en termes d'investissement. C'est un levier supplémentaire que vous avez autorisé depuis quelques temps pour venir en aide au monde associatif sportif. Donc, l'idée de ce projet pour le club des Clarons, c'était de venir chercher des jeunes tous les soirs avec l'achat d'un véhicule 9 places, en plus des jeunes des territoires prioritaires sur Saint-Dizier et aussi des jeunes migrants qui leur trouvent des activités sportives. Donc, c'est les soirs d'entraînement, c'est les week-ends de compétition. Et donc, il vous est proposé, on leur a dit que si ce projet est validé, il faudra bien sûr apposer le logo du département sur le véhicule. Et après avoir recueilli l'avis favorable de la 8e commission qui s'est réunie le 20 novembre dernier, le président vous serait gré de bien vouloir attribuer cette subvention d'investissement d'un montant de 8 000 € à l'Union sportive des Clarons. Merci, Monsieur Calal. Y a-t-il des demandes de précision, des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. On passe donc au rapport numéro 16. Il s'agit de la politique sportive départementale, la convention de partenariat avec le judo club Marnaval Saint-Dizier de la Haute-Marne. Monsieur Calal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc là, c'est la convention du judo club Marnaval Saint-Dizier Haute-Marne qui obtient de très bons résultats. Vous le savez, c'est le 364 licenciés. Près d'un quart des licenciés sont dans le bassin haut-marnais. Le club numéro 1 de la région Grand Est, le 23e club au niveau national. Nous avons 7 athlètes internationaux au club, dont Mélanie Clément, Axel Clerget, aussi, qui n'est pas licencié au club, mais dont on nous soutenons parce que c'est un produit local de l'école technique, issu de l'école technique du judo club Marnaval Saint-Dizier. Donc, il participe au lien social, aux valeurs du sport et de la solidarité et l'animation de notre territoire. Et compte tenu de tous ces éléments, je vous propose de renouveler par convention triennale le partenariat avec le judo club Marnaval Saint-Dizier Haute-Marne et d'attribuer une subvention globale pour l'année 2021 d'un montant de 76 470 € qui serait parti en fonctionnement 22 100 € pour ces activités, 10 000 € pour l'école technique qui nous sort chaque année des champions qui sont sur la liste du ministère des Sports, 40 000 € pour permettre au club de mener à bien ses actions au niveau national et international au vu des échéances à venir. L'aide aux clubs locaux, 2 870 € au titre de l'aide aux clubs locaux, les participations pour l'année 2021. Aide aux manifestations sportives officielles, 1 000 € pour l'organisation du tournoi international annuel de la ville de Saint-Dizier
et 500 € pour l'organisation du tournoi interdépartemental Benjamin au titre de l'année de l'aide aux manifestations sportives locales officielles. Tout ça pour vous dire que l'avantage de cette convention, ce n'est pour ne plus travailler justement en silo, en transversalité. À travers cette convention, on met toute l'aide, tout le soutien qu'on apporte à ce club qui est d'une fierté pour notre territoire. Donc voilà, après avoir recueilli l'avis favorable de la 8e commission qui s'est réunie le 20 novembre dernier, le président vous saurait gré de bien vouloir attribuer les subventions précitées au judo club Marne-la-Vallée Saint-Dizier Haute-Marne et de les verser sur les modalités indiquées dans la convention et d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser le président à signer tous les actes relatifs au partenariat avec le judo club Marne-la-Vallée Saint-Dizier Haute-Marne. Merci, monsieur le vice-président. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Nous passons donc au rapport suivant. Il s'agit des aides à la vie associative et c'est madame Astrid Di Tullio qui nous présente le rapport. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour l'année 2020, le Conseil départemental a voté des crédits au titre de l'aide à la vie associative. Avec la crise sanitaire que nous traversons actuellement, certaines associations n'ont pu organiser des rencontres, mais ont toutefois engagé des sommes parfois très importantes. Donc, après avoir recueilli l'avis de la 8e commission lors de la réunion du 20 novembre, il vous est demandé d'attribuer les subventions, donc vous avez le tableau en annexe, pour un montant de 16 600 €, d'approuver les termes de la convention à intervenir avec la Fédération des maisons familiales et rurales, consultable sur le portail des élus, et d'autoriser le président à signer la dite convention et tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. Donc, je ne vous détaille pas le tableau, vous l'avez. Voilà, Monsieur le Président. Moi, je ne prendrai pas part au vote puisque je suis salariée des maisons familiales. Merci, madame Di Tullio, pour cette présentation. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Nous allons donc passer au dernier rapport. Il s'agit des dotations cantonales. Donc, c'est monsieur Calal qui va finir cette commission permanente. Merci, Monsieur le Président. Tout à fait. Alors, ce dernier rapport, ce sont les dotations cantonales qui ont justement un avis favorable des conseillers départementaux concernés. Et là aussi, c'est un coup de pouce supplémentaire en cette période difficile parce qu'elles sont essentiellement tournées vers le monde associatif haut-marnais. Et normalement, tout le monde a consommé son enveloppe. Merci, monsieur le vice-président. Y a-t-il des questions? Non. Alors, nous allons donc passer au vote de ces 4 derniers rapports. On approche de la fin. Michel André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Monsieur Fertès pour Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Monsieur Convolt. Monsieur Convolt. Pour. Merci. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Fertès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Gros-Lambert pour Monsieur Espard. Madame Di Tullio. Pour, sauf pour le numéro 17. Oui, d'accord. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix pour. Madame l'avocat, donc c'est Madame Rossigneux. Pour. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Madame Marchand, micro. Émis. C'est bon, merci. Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazeur-Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Elle est branchée. On me dit que vous êtes branché, mais je ne vous entends pas. Oui. Oui, merci. Madame Rossigneux. Pour. Madame Chalamer. Pour. Et Monsieur Thiriot. Pour. Merci.
Donc, nous avons terminé la commission permanente. Nous avons également terminé nos réunions de l'année 2020. Donc, j'ai vraiment d'abord apprécié cette séance puisqu'on a montré vraiment une belle solidarité départementale. On a envoyé de nombreux messages aux Haut-Marnais. Je voudrais bien sûr avoir ce soir aussi une pensée pour un de nos anciens collègues qui est décédé la semaine dernière en la personne de Christian Dubois. Je voudrais aussi penser à tous ceux qui ont en 2020 vécu des difficultés, des drames, des disparitions dans leur famille. Donc on a bien sûr une pensée pour tous les Haut-Marnais. Puis je voudrais vous dire de vous reposer, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année dans les conditions difficiles et un peu particulières et vous dire que j'aurai grand plaisir de vous retrouver en début d'année. Sachez aussi que j'ai l'intention de faire le tour de la Haute-Marne au mois de janvier à la rencontre de tous nos agents puisqu'il n'y aura pas de cérémonie des vœux et j'irai dans tous les sites du conseil départemental où on trouve des agents de la maison département pour leur souhaiter la bonne année, accompagnés bien sûr de vous, des conseillers départementaux. Donc on est en train d'organiser cette tournée départementale pour aller remercier nos agents, leur remettre leur médaille du travail. Donc on sera présent sur le terrain avec vous tous tout le mois de janvier. Voilà, très bonne fête de fin d'année. Merci pour votre confiance et bon week-end à tous. Joyeux Noël.